sur une valeur sociale, une valeur économique, mais ça rend une valeur écologique au milieu et ça participe à l'échelle locale à une réflexion et à une action beaucoup plus globale sur l'ensemble d'un cours d'eau et même à l'échelle d'un bassin. Ça, ce sont des actions pour préserver ce qui reste, pour essayer de garder, de conserver encore un certain état de la biodiversité. Que se passe-t-il, par exemple, au Cavadi, quand on a concrètement des chutes de biodiversité critiques, des chutes d'espèces, quand on a certaines espèces, on parle de bénéfices ou de coûts écosystémiques, évidemment, la disparition des abeilles n'a pas le même impact sur l'environnement que la disparition des pandas. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on anticipe, à un moment donné, justement, la disparition de ces coûts, de ces bénéfices écosystémiques liés à la chute de la biodiversité? On peut anticiper en se référant aux connaissances qui ont été accumulées sur les grands principes de la dynamique de la biodiversité. Par exemple, ça a été évoqué avant pour l'eau, ça marche aussi pour la biodiversité, la continuité des milieux est un point clé pour le maintien de la biodiversité. C'est facile à comprendre puisque j'ai dit avant qu'un des problèmes c'était le mouvement dans l'espace des espèces. Donc si vous avez des obstacles partout, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, des zones urbaines très denses ou des plaines céréalières interminables, on va créer des obstacles, le mouvement des espèces sera compliqué et donc ça contribuera encore plus fortement à l'extinction des espèces, ou en tout cas à l'extinction locale de populations. Donc là, la solution elle existe, elle est d'ailleurs mise en œuvre, c'est des histoires de trames vertes et de trames bleues, on essaie de reconstituer des continuités physiques pour que les espèces puissent bouger, parce que la mobilité est l'enjeu de la survie dans le cadre du changement climatique. Et puis quand on ne peut pas mettre des corridors forestiers partout, des haies partout, mais simplement on peut aussi travailler sur la nature des milieux intermédiaires qui permettent quand même de passer à travers. Après, il y a d'autres principes en écologie autour de l'adaptation. Il va falloir qu'on s'adapte. Finalement, il va y avoir plus de sécheresse, moins de sécheresse par endroit, des inondations, moins, etc. Ça va être très variable. La réponse théorique qu'on connaît bien en écologie à cette incertitude finalement sur les conditions, c'est quoi? De nouveau, c'est la diversité. C'est pour ça que par exemple en agroécologie, finalement on revient un petit peu en arrière par rapport à ça, enfin, on revient même beaucoup en arrière sur ce qui a été fait auparavant, on essaye de revenir à des mélanges de variétés, à des mélanges d'espèces. Voilà. Ça, il y a comme ça dans la science un certain nombre de grands principes, de grandes lois. On a compris comment fonctionne la biodiversité. Et le grand défi aujourd'hui, effectivement, c'est de voir comment on traduit ça, non pas comme recette pour agir, je ne suis pas capable de vous dire, voilà, il faut appuyer sur tel bouton pour obtenir tel effet, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez une biodiversité qui se maintienne, alors il faut une continuité des milieux dans lesquels se situe cette biodiversité. Si vous voulez une certaine résilience des productions agricoles, alors il va falloir diversifier en espèces et en diversité génétique les cultures, etc., etc. Il y en a comme ça beaucoup de connaissances qui peuvent orienter l'action. Et sur un certain nombre de points, on a également des connaissances très précises, très techniques, qui peuvent permettre d'agir vite et de gagner sur plusieurs plans. Je vais juste donner un exemple dans le milieu urbain. C'est des choses qui se pratiquent à Paris et ailleurs maintenant. La question de la végétalisation des villes, ça peut paraître un peu folklorique, planter des petites fleurs, des arbres, etc. Oui, mais quand on regarde, par exemple, quand on fait des modèles, ça a été fait sur la ville de Manchester. Si on végétalise les toits végétalisables à Manchester, on peut gagner de 7 à 8 degrés sur les pics de température pendant la canicule. Vous vous rendez compte de l'effet sanitaire que ça va avoir sur les gens. Donc on va gagner sur le climat, on va gagner évidemment, puisque si on recrée des trames végétales, c'est favorable à la biodiversité. Ça s'accompagne en général également d'une modification du cycle de l'eau qui va dans le sens de la réduction du ruissellement, donc la réduction du risque d'inondation qui est généré dans la ville elle-même, etc., etc. Donc, la situation est grave, on a plein de solutions, il faut se décider à les mettre en œuvre. Ça, c'est la version politique dont on parlera, parce qu'il est évidemment essentiel. Jean-François Soussana, peut-être, on reviendra sur cette notion de ville végétale. On voit bien comment on peut adapter une ville, c'est un espace limité. On voit mal, effectivement, ou peut-être plus mal, comment on peut redonner à ces terres, à ces sols appauvris, à ces terres qui ont été dévastées, de la biodiversité, de la richesse. Comment est-ce qu'on peut les revitaliser? Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont faits par le GIEC dans ce sens-là, en chimie, en écologie?
Oui, alors ça permet de revenir sur cette dimension également de la sécurité alimentaire mondiale, parce que si vous voulez, l'un des grands secteurs qui est le plus touché très directement par les impacts du changement climatique, c'est bien sûr l'agriculture et l'alimentation. Alors déjà, on peut rappeler qu'on a aujourd'hui des indications pour indiquer que la sécurité alimentaire mondiale serait gravement menacée par un réchauffement qui serait à plus 4 degrés, donc ça on peut tout de même l'affirmer. Et on peut aussi gravement menacé, c'est un euphémisme pour dire? C'est-à-dire qu'on aurait un renforcement du nombre de personnes en sous-nutrition chronique, et ceci dans les différents scénarios de population, sachant que la population c'est aussi une variable très importante, et les modes de vie également. Mais là où je voudrais revenir sur les convergences et les co-bénéfices qu'on peut trouver, ça a été bien dit par Luc Abadie, c'est que nous avons devant nous une grande transformation dans ce secteur, et cette transformation, elle peut s'accompagner de co-bénéfices, puisque si vous voulez, si on veut avoir une meilleure sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique, effectivement, on va avoir recours à une plus grande diversité des cultures. Derrière cette diversité des cultures, vous avez aussi une place des prairies et de l'élevage, parce que l'élevage, c'est tout de même une valorisation de toutes ces surfaces qui ne sont pas cultivables, qui sont en montagne, qui sont dans des conditions humides, et ainsi de suite. Et en travaillant sur l'ensemble de ces éléments d'une mosaïque paysagère, vous avez des effets positifs pour la biodiversité, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une transformation dans le système alimentaire avec un rééquilibrage pour la santé. En effet, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans les pays occidentaux avec des régimes qui ne sont pas tout à fait équilibrés, qui sont différents des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, des excès de sucre, des excès de graisses saturées, des excès de viande rouge dans certains cas. Et si l'on a un rééquilibrage de l'alimentation, on peut aussi avoir un rééquilibrage de la mosaïque paysagère et donc une meilleure résilience par rapport aux aléas climatiques, aussi des effets positifs pour la biodiversité, pour les sols, pour les ressources naturelles. Donc c'est finalement sur ces convergences-là qu'on est en train de travailler et on voit qu'on a beaucoup de possibilités et là encore c'est compatible avec l'atténuation de l'effet de serre puisqu'on peut stocker du carbone dans les sols, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre des sols et des animaux. Stocker du carbone, c'est ce fameux programme 4 pour 1000. Marc Fontgave, aujourd'hui, justement, dans la lignée de cette adaptation, l'adaptation va nécessairement par une réduction du CO2 atmosphérique. Jean-François Rossana disait tout à l'heure, il faut arriver à la neutralité carbone en 2050. On ne voit pas très bien aujourd'hui comment on va y arriver, enfin en tout cas c'est un objectif. Aujourd'hui, vous concrètement, sur ces questions de capture du carbone atmosphérique, sur ces questions de travaux, de recherche fondamentale dans le domaine de la chimie, quelles sont les recherches, quels sont les travaux que vous effectuez qui peuvent permettre justement d'anticiper cette vie à plus de degrés? Oui, dès aujourd'hui, et puis y compris dans un monde où on sera déjà à 2 degrés ou plus, ce qui voudra dire qu'on a été trop lent dans cette question de la capture du CO2, de la baisse de sa production, de son émission. Il faudra donc effectivement continuer des efforts qu'on mène dès aujourd'hui. Alors, il faut dire les choses clairement, sur la question de la capture du CO2, c'est plutôt un échec aujourd'hui. Il y a des travaux qui sont menés effectivement pour trouver des technologies à base de chimie, en faisant réagir le CO2 avec une molécule, à base de procédés physiques, à base de procédés membranaires, enfin il y a tout un tas de stratégies. On y arrive. Le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas faire ça à l'échelle du CO2 atmosphérique, qui est beaucoup trop dilué, sauf à mettre en œuvre des coûts énergétiques colossaux. Par contre, on peut être un peu optimiste en se disant que, je sais pas, on doit être à quelque chose sur la planète de l'ordre de 35 gigatonnes de CO2 d'émis, et il y en a à peu près 10% qui sont émis de façon très concentrée sur des sites industriels, sur des fermenteurs, sur des cimenteries, sur des centrales thermiques, etc. Ce n'est que 10%, mais c'est déjà 10%. Et donc, à ces endroits-là, on peut penser en effet, avancer et utiliser ces nouvelles technologies pour piéger ce CO2-là. Le problème, alors, bon, ça c'est une première question, la capture.
pour le moment, ce sont encore des procédés qui ne sont pas très très efficaces, qui ajoutent des coûts énergétiques à toute la chaîne d'utilisation de ce carbone-là. Et donc il faut encore travailler, mais voilà. L'Europe n'est pas très en avance sur ces technologies. Il y a d'autres endroits où on en fait un peu plus. L'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 ? Alors il y a différentes stratégies. Il y en a une que moi je ne suis pas, mais qui est suivie par d'autres, c'est de le séquestrer, c'est-à-dire de s'en débarrasser quelque part, de le mettre au fond de la terre, voilà, et dans la roche, de ne plus le voir. Moi, à l'inverse, je travaille sur des technologies, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs dans le monde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, sur des technologies d'utilisation de ce CO2. Voilà, mon rêve comme d'autres, mais on est encore très en amont, hein. Mon rêve comme d'autres, c'est de se dire que, au fond, il y aura bien un moment dans l'histoire de la Terre et de l'humanité où il n'y aura vraiment plus de fossiles, et pourtant le monde va rester carboné. Tout ici est carbone, hein. Vous-même vous êtes tous du carbone, le vivant est carboné, et donc où est-ce qu'on va tirer ce carbone? Évidemment, il y a la biomasse, mais voilà, pourquoi pas aussi un peu du CO2 qu'on capture aujourd'hui des sites concentrés, mais demain peut-être aussi dans l'atmosphère, et ça fera une source de carbone pour l'industrie chimique, pour voilà, nos polymères de demain. Alors, voilà, tout ça, c'est des stratégies, ce sont des stratégies qui sont travaillées dans les laboratoires, aussi bien d'ailleurs académiques comme le mien, ou industriels, d'ailleurs les deux travaillent ensemble, y compris certaines entreprises qui sont pointées du doigt, mais qui travaillent aussi sur cette technologie. Je pense à Total, par exemple. Voilà, ce sont des choses qui viendront, mais pour le moment, il faut être très clair, on n'est pas au niveau technologique suffisamment avancé pour dire que dans 10 ans, 20 ans, une grande partie du carbone de l'industrie chimique viendra du CO2 capturé. Mais est-ce que, oui Jean-François Solal, la question c'est est-ce que, un peu comme on a pu à un moment donné avoir des espoirs sur ce qui relève de la géo-ingénierie qui finalement est très déceptive à plein d'égards, on se rend compte que la géo-ingénierie c'est jouer avec un jeu qui nous dépasse et souvent avoir des conséquences bien plus négatives que ce qu'on essaie de corriger. Est-ce que les solutions d'adaptation est vraiment technologique? Est-ce que la technologie peut nous permettre de vivre dans un monde à plus de degrés, ou est-ce que là aussi c'est un peu une utopie scientiste? Oui, alors je voulais d'abord revenir sur cette question de la capture du CO2 atmosphérique, parce que c'est une question qui est très présente dans les débats internationaux, puisque si vous voulez, on voit bien qu'on a devant nous deux trajectoires possibles, pour simplifier beaucoup. Une trajectoire vertueuse dans laquelle nous serons capables, d'ici à 2030-2050, de réduire d'une manière drastique nos émissions dans l'ensemble des secteurs, hein, que ce soit l'industrie, les transports, et puis aussi l'agriculture. Je rappelle à toutes fins utiles que des chiffres sont tombés cette semaine et que les États-Unis émettent 3% de plus de CO2 et qu'ils ont atteint un niveau d'émission jamais atteint de leur histoire. Donc on ne va pas exactement dans le sens que vous décrivez. Non, absolument, mais enfin, bon, ça c'est l'hypothèse optimiste. Et puis vous avez une hypothèse qui est pessimiste, bien sûr, dans laquelle nous ne parviendrons pas à ces réductions et dans laquelle il faudra recapturer de manière assez massive le CO2 atmosphérique. Alors il y a les procédés qui viennent d'être évoqués, mais vous avez aussi une possibilité qui est très discutée aujourd'hui, qui consiste à produire de la biomasse, par exemple des arbres, des forêts, brûler cette biomasse et recapturer le CO2 issu de la combustion, puis aller le stocker dans des réservoirs géologiques. Alors, si vous faites ça, vous avez, sur le papier en tout cas, un potentiel énorme de recapture du CO2 atmosphérique, et certains comptent finalement là-dessus en se disant, après tout, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va recapturer plus tard ce CO2, et donc on atteindra nos objectifs climatiques. Alors, malheureusement, quand vous regardez plus en détail ce scénario, eh bien, c'est un scénario qui suppose de mobiliser des terres à très grande échelle, et nous analysons en ce moment les effets antagonistes avec la sécurité alimentaire, la biodiversité et ainsi de suite, ou l'eau. Donc, on se rend compte que déployer ce scénario à très grande échelle est probablement très peu réaliste. Et les sites de séquestration sont en général pas obligatoirement au même endroit que... Absolument, absolument. Que là où on veut le produire.
Agathe Ozen, ça vous faisait rire quand je disais, ça vous faisait sourire en tout cas quand je disais que l'utopie d'une anticipation, que la sortie par la technologie était peut-être une utopie scientiste. Pourquoi? Oui, enfin ça fait rire jaune, parce que je crois que la réalité montre qu'on peut avoir les technologies les plus extraordinaires qui soient, si elles ne sont pas appropriables, appropriées, adaptées aux réalités de nous, chacun humain, membre de la société civile, citoyen, consommateur, ça ne marchera jamais. Donc de la nécessité, alors je pense que c'est extrêmement important de développer, d'expérimenter d'un point de vue sur les différentes choses. Parfois on peut s'inquiéter des apprentis sorciers, compte tenu des impacts géopolitiques, des impacts de variation de la fonctionnalité finalement d'un certain nombre de systèmes, ne serait-ce que pour capter le carbone, il me semble, mais là je m'adresse aux spécialistes, l'océan a quand même un rôle particulièrement important, donc le préserver peut être quelque chose de pas mal. De la même manière, les marais, toutes les zones humides, qui jouent un rôle tampon extrêmement important et de la même manière pour capter le carbone, mais ça encore je me réfère aux spécialistes. Si on l'intègre, ces différents éléments qui existent dans l'aménagement du territoire, les préserver, c'est aussi redonner un sens à la nature, lui redonner le droit de fonctionner dans ce qu'elle est et de ne pas toujours en tant que nous surhumains finalement proposer des choses qui peuvent nous retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, on est tous dans on est dans la certitude, même si on propose un certain nombre de choses, mais les scientifiques s'inscrivent quand même dans cette démarche-là et dans la difficulté à envisager les choses dans un pas de temps qui soit assez rapide, mais ça s'inscrit aussi dans d'autres pas de temps de la société, de la politique, de la gestion, de l'aménagement, etc. Donc la technique toute seule, elle ne peut pas fonctionner. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. En revanche, elle peut être accompagnée et être élaborée en relation, en amont, avec les personnes qui vont être en charge de la gestion, de l'ingénierie, de l'usage des milieux. Vous voulez réagir, Marc Foulca? Oui, évidemment, je ne partage pas du tout cette façon de présenter la science comme d'abord une source de malheur, même si évidemment, c'est pas mon propos. Même si évidemment, on sait très bien qu'il faut la manipuler avec précaution, les scientifiques le savent maintenant depuis pas mal de temps, mais voilà, il y a un certain nombre, dans ce domaine de l'écologie et de l'énergie, parce que moi je suis plus du secteur de l'énergie, mais c'est tellement lié, hein, puisque quand on parle de CO2, c'est bien parce que pour des raisons énergétiques, on brûle des hydrocarbures. Donc tout ça est lié, mais tous les gens qui sont dans ce domaine-là, qui sont des scientifiques, travaillent en espérant en effet que la science qu'ils produisent conduira à des solutions. Alors, de temps en temps, il y aura des accidents, bien sûr. Enfin, il faut faire attention de ne pas annoncer à tout le monde que la science est surtout une source de difficultés, et donc je m'inscris en faux par rapport à cette position-là. Je pense que c'était sûrement le point de vue d'Agathe Ozen. Ça pourra préciser. Sur la question de la capture du CO2, ce qu'on évoquait, ce que j'évoquais, nous évoquions sur le fait de capturer le CO2 atmosphérique, et moi plus précisément de capturer le CO2 à l'endroit où il est produit massivement, localement, de façon très concentrée, ce n'est pas contradictoire avec le fait d'utiliser les océans pour fixer le CO2. En tout cas, assez clairement, ceci m'apparaît, mais à nouveau, vous voyez, c'est de l'échelle de 10%, c'est pas 100% du CO2. On ne va pas mettre des systèmes de récupération du CO2 derrière tous les pots d'échappement, c'est impossible. Mais 10%, ces 10%-là, si on les attrape avant que l'océan s'en charge, c'est déjà pas mal. Donc je pense je suis convaincu qu'il y aura des avancées scientifiques, technologiques, utiles sur ces terrains-là.
Agathe Ozanne, pour répondre rapidement, et puis je vais relancer aussi, je vais remettre une pièce dans la machine. Vous disiez, et ce que vous décriviez, tout de même, c'est aussi beaucoup de la préservation. C'est-à-dire que dans ce qu'on entend, effectivement, on a l'impression que toute action d'anticipation est avant tout une tentative de préserver ce qui reste encore et ce qui n'a pas été détruit, et même pas de revenir à une situation hantée. Donc est-ce qu'aujourd'hui, les recherches, la science sont à même de proposer des solutions d'anticipation qui soient autres et pas simplement celles de conserver les choses en l'état? Mais je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, tout comme je suis convaincue de l'importance et de la nécessité d'approfondir l'expérimentation et la dimension des sciences fondamentales. Pour moi, c'est absolument essentiel. Et même si on n'y trouve pas forcément tout de suite une application, peut-être que dans 10 ans, on sera bien content que ça ait été fait avant pour pouvoir justement répondre à d'autres questions qui sont possibles. Ce qui m'importe de dire, c'est que c'est complémentaire. Et qu'il faut travailler sur l'ensemble des domaines. Il n'y a pas une exclusivité à la préservation, à l'expérimentation, à l'observation. Je dirais que c'est le processus même du travail du scientifique et dans la méthodologie que d'associer l'ensemble de ces méthodologies pour essayer de comprendre la complexité des systèmes. Voilà. Et qu'il me semble fondamental d'inscrire chacune des démarches dans cette approche systémique et en intégrant l'ensemble des acteurs susceptibles d'être concernés dans le domaine scientifique, tant les spécialistes de l'énergie que des gens qui seront à même de réfléchir sur l'aménagement des territoires et de comment sur les territoires les choses vont pouvoir être développées. On évoquait bien la question du stockage qui ne se passe pas forcément au même endroit. Je dirais que voilà, c'est un ensemble et si en tant que scientifique on ne s'inscrit pas dans une démarche pluridisciplinaire, ce qui est extrêmement difficile, eh ben, on n'arrivera pas à trouver de solution. Par ailleurs, si on avait la solution, ça se serait. D'accord ? Je crois qu'il y a un grand nombre de solutions locales et pour moi, ces solutions doivent être inspirantes. Inspirantes à chacun pour se réapproprier des éléments qui permettront ensuite de développer son action par rapport à son propre contexte et sa situation. On voit bien, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que le problème est un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver des solutions locales, vous en avez évoqué certaines. Marc Punka, vous parlez de la capture de 10%, c'est-à-dire qu'on est tout de même, on a l'impression qu'on est en train de courir après un phénomène dont l'ampleur, on parlait de résilience tout à l'heure, dont l'inertie, dont la force d'inertie est telle qu'on n'a pas les moyens d'arriver à la hauteur des enjeux et des modifications qui sont en cours, Luc Abel. Pour le moment, en tout cas. Alors, je reviens 2 secondes sur l'histoire des solutions techniques et des solutions biologiques. Bien entendu, il y a des solutions. Si je reprends l'histoire du CO2, parce que c'est un déterminant majeur dans cette histoire, il y a des solutions techniques pour la capture du CO2 sur les sources concentrées, plus ou moins opérationnelles, mais elles existent. Il y a des solutions. Il n'y a pas vraiment de solution technique pour le CO2 déjà émis et diffus, sauf sur les sols, ça a déjà été évoqué précédemment. Je pense qu'un grand enjeu, et ça, on peut agir vite là-dessus, c'est de faire que le système agricole, en particulier la composante sol des systèmes agricoles, ne soit plus émetteur de CO2, ce qu'elle est aujourd'hui, mais ne soit non émetteur et mieux, devienne un puits de CO2. Il y a des potentiels considérables en termes de quantité, et là c'est un bon exemple. Pourquoi ? Parce que c'est faisable, sans changement drastique de pratique, c'est à la marge, sans manipulation du vivant, je reviendrai sur la manipulation du vivant après, et surtout, il y a un co-bénéfice monstrueux, c'est qu'une fois que le CO2 a été transformé en molécules organiques dans le sol, c'est quoi ? C'est la fertilité des sols. Et on sait très bien que par ailleurs, on va avoir des difficultés nouvelles sur la production alimentaire à cause de la composante climatique des choses. On peut gagner de l'autre côté sur la fertilité. Donc, il y a des solutions, mais vous voyez qu'on peut aussi séquestrer du CO2 dans les forêts. C'est d'ailleurs en toutes lettres dans l'accord de Paris, on va faire des puits de carbone avec les forêts. Ou on peut séquestrer du CO2 avec le plancton de l'océan. Il suffit de mettre un peu de fer pour booster la production. Attention, on a connu aussi. Ouais, mais sur les forêts, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'on n'a pas un problème et une solution, on a un faisceau de problèmes et un faisceau de solutions. Et c'est ça la difficulté. Par ailleurs, si on a des problèmes à régler, si on a des solutions, c'est une bonne approche, très bien. Mais c'est peut-être qu'il faut se poser des questions sur la trajectoire qui mène à ces questions.
je ne vois pas comment on pourra s'en sortir si on reste que dans le domaine des solutions, c'est-à-dire des réponses, des parades. Il va falloir changer un certain nombre de fondamentaux sur nos modes de développement, ça me paraît évident. Oui, vous voyez bien qu'il n'y a pas de, pour le coup, il n'y a pas de consensus politique. Il n'y a pas de consensus politique qui porte ces modifications-là. Les solutions que vous décrivez, elles ne sont pas mises en œuvre parce qu'il n'y a pas d'opérant derrière qui puisse justement les transformer en réalité. Du Gabali là-dessus, et puis ensuite... C'est bien le problème qu'on est en train de vivre depuis quelques mois de façon très claire. Ceci dit, si on regarde un tout petit peu le détail de ce qui se passe par exemple en France sur ces questions-là, il y a un tas de mouvements qui se sont mis en place dans tous les coins, qui sont en train de réfléchir à ça, y compris à un niveau extrêmement détaillé, pour finalement proposer des plateformes de réflexion, voire des plateformes opérationnelles, qui sont offertes à n'importe qui en quelque sorte, pour pouvoir y aller. On peut, quand on regarde de près, on peut aller vers ces solutions, on peut aller vers ce changement. La question c'est pourquoi on n'y va pas. Je pense que c'est parce que finalement, il y a une espèce de saut psychologique à faire. Moi j'emploie le mot catastrophe, ça ne me gêne pas. La catastrophe environnementale, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ce qui veut dire que ce qui est proposé là, qui est devant nous, c'est de construire quelque chose de nouveau. On a besoin de créativité technique, de créativité sociale, de créativité économique. Ça peut être une période absolument formidable de recréation d'un monde si on est capable de voir la réalité en face. Et il y a des gens qui ont compris ça. Attention, on paraît être en retard. Il y a un pays qui a compris ça, on se moque des fois. C'est la Chine. Quand la Chine parle de monter un développement durable, c'est pas du pipeau. Parce que la Chine a tout à fait compris, ses dirigeants en tout cas, que préparer ce nouveau monde basé sur un développement durable, alors du côté chinois c'est très technologique, malheureusement. Ça se limite tout à la technologie, malheureusement. Mais en tout cas... Ça reste le plus gros émetteur de CO2 au monde pour le moment. Pour le moment. Mais ça va changer, c'est en train déjà de commencer à changer, ça va changer très très vite. Ils ont compris que ce nouveau monde, construit sur un mode durable, eh bien c'est juste un enjeu stratégique de puissance. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est pas une catastrophe, c'est une opportunité pour repartir sur des bases nouvelles. J'en vois ce phénomène. Oui, alors moi je m'inscris tout à fait... Voilà, donc je partage tout à fait ces propos. C'est une opportunité et, si vous voulez, en même temps, nous sommes maintenant au moment de la mise en œuvre. Et la difficulté qui apparaît, c'est comment coordonner les actions locales, les actions des entreprises, les actions des collectivités territoriales, les actions des États, le système international, la volonté politique. Mais bien évidemment, ce ne sont pas uniquement les gouvernements qui ont les clés, c'est l'ensemble de ces acteurs. Alors, il faut se dire aussi qu'on est dans une époque où il y a une révolution digitale, il y a des possibilités de travailler ensemble sous forme de réseau, grâce à des plateformes en ligne, et vous avez de plus en plus d'applications qui vous permettent de changer votre comportement. Vous avez aujourd'hui une application qui est utilisée par 30% des consommateurs français pour évaluer la qualité de leur alimentation. Et lorsqu'ils font leurs courses, ils consultent l'application. Donc, mais si on compte que sur la volonté individuelle sans la locomotive de l'action publique, c'est quand même très compliqué. On voit bien la rapidité de la modification qui est en cours. C'est compliqué de faire tout reposer sur l'action individuelle, me semble-t-il. Je suis entièrement d'accord, bien évidemment. Mais si vous voulez, les deux sont indissociables. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui agisse sans avoir un soutien de l'opinion publique qui soit très fort, c'est une des difficultés. Et puis, si vous avez des consommateurs qui changent leur choix individuel, les entreprises sont obligées de réagir extrêmement rapidement. Les grandes entreprises de l'agroalimentaire en France savent très bien que leurs marques, qui sont porteuses de changements, porteuses de valeurs sur l'environnement, sur la santé, ont des chiffres d'affaires qui progressent beaucoup plus vite que les autres. Donc elles ont conscience que survivre, c'est changer pour elles aussi. Et de la même manière, je crois que ce qui vient d'être dit pour les États, c'est à peu près la même chose. Ceux qui auront obtenu cette transition rapide auront des cartes bien meilleures à l'avenir que les États qui n'ont pas réussi à changer rapidement. Agathe Ozem ? Oui, je crois qu'on est dans une dynamique où il faut effectivement changer de paradigme. Donc ça suscite beaucoup de peur parce qu'on ne sait pas vers où on va. En revanche, on y va.
Et il faut y aller en conservant un minimum de bien-être et pas être sous la contrainte, mais au contraire se dire c'est peut-être l'épanouissement et la richesse et la croissance.